pour investir sur BFM Business. C'est la bande de Limo qui m'a rejoint autour de la table. Marie-Cœur de Roy, journaliste à BFM Business, vous la connaissez. On a Assad Moued, le président de FedExpert. Et puis Pierre Chevillard, notre confrère de chez PAP. Alors on va parler évidemment DPE. Je vous bastonne cet acronyme depuis 10 heures. On va parler des 200 000 rénovations performantes prévues pour 2024. Des impacts sur vos finances perso, sur vos projets notamment patrimoniaux. On fait ça en équipe, on fait ça avec vous. Vous nous avez déjà posé des questions comme Tony qui vient de m'écrire sur LinkedIn. Je laisse Marie vous donner le programme de la demi-heure. Le programme, vous l'avez un peu dit déjà, Lorraine. On va commencer parce que, en gros, le principe de ce rendez-vous du vendredi, c'est qu'on sera évidemment accompagné d'un ami journaliste, en l'occurrence, si vous nous regardez depuis quelques temps, vous connaissez Pierre Chevillard, et un expert, un acteur du secteur. Et là, on a choisi Assad Moued. Là aussi, pareil, si vous êtes souvent sur l'antenne de BFM, vous le connaissez, incollable sur le DPE, la rénovation du bâtiment. On va évidemment aborder tous les sujets réno aujourd'hui et on va commencer là-dessus. On va parler du crédit immobilier, on va parler de la maison individuelle parce que c'est le dada de Pierre Chevillard et je sais qu'en l'occurrence Assad est aussi intarissable sur le sujet. Ça sera sur deux parties. On va rentrer tout de suite dans le vrai sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec Assad, celui de la rénovation énergétique. On sait que c'est compliqué, vous êtes diagnostiqueur, vous faites des formations pour les diagnostiqueurs. On sait que tout est compliqué aujourd'hui. Ça va pas mieux là aujourd'hui ? Alors, ça va pas mieux, ça dépend de quel côté vous vous situez, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de route qui a été mise en place, aujourd'hui on le sait, par les pouvoirs publics afin d'améliorer le dispositif de formation et de certification des diagnostiqueurs immobiliers. D'ailleurs, il y a un texte qui est sorti, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines sur cette même chaîne, qui était destiné à renforcer les compétences en matière de formation et certification des diagnostiqueurs. Parce que ça, c'est un vrai sujet, Assad, en fait. L'idée, c'est de se dire, est-ce que le DPE que j'ai eu, il est fiable ? Est-ce que le diagnostiqueur est suffisamment compétent pour me faire un bon diagnostic? Tout à fait, donc c'est pour ça que c'était une des priorités de la feuille de route, c'est renforcer les compétences en matière de formation et de certification. Ça a été renforcé d'ailleurs dans le texte, si on lit le texte de manière assez importante. On a doublé, voire triplé les journées de formation et travailler sur une banque de questions pour les examens, banque de questions qui sera fournie par le ministère avec un 75% de taux de bonne réponse, alors qu'avant chaque organisme faisait un peu ce qu'il voulait. Donc tout ça va dans le bon sens. Par contre, la déception à première lecture, c'est l'absence de rempart contre les dérives et certaines dérives. Donc, du coup, je vous interromps parce qu'avec une première question, après on passera à l'étape d'après, parce qu'après le diagnostic et la réno, mais on avait une question de Michel de Marseille qui nous dit « J'entends partout que si on fait faire 3 DPE par 3 diagnostiqueurs différents, on peut aussi avoir 3 notes différentes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées du diagnostiqueur qui donne les meilleures notes ?» Alors, la petite pointe d'humour qui va avec, Michel. Est-ce que c'est vrai, en fait, aujourd'hui? C'est vrai, mais c'est pas systématique. Ça peut être vrai dans certains cas. Et ça va dépendre de plein de paramètres. C'est-à-dire ça va dépendre en fait de la compétence premièrement du diagnostiqueur. C'est-à-dire est-ce qu'il s'est mis à jour dans ses formations et est-ce qu'il a passé réellement les examens de certification? Est-ce qu'il ne travaille pas sur la certification? Et ça, Michel, elle peut le vérifier, ça? Si vous voulez, c'est là où ça fait le lien un peu avec ce que je dis. Quand je dis il n'y a pas de rempart contre la fraude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient faire un DPE chez vous, il va dire je m'appelle monsieur Durand, allez regarder sur le site du ministère, c'est là qu'on répertorie en fait l'ensemble des diagnostiqueurs certifiés. Elle va trouver un monsieur Durand, mais elle n'a aucune certitude que c'est réellement monsieur Durand. C'est pour ça que nous, on demande qu'il y ait une carte de certifié avec un QR code avec la photo de la personne et on rebondit sur ce même site avec également la photo et le nom de la personne. Donc il n'y a que comme ça qu'on pourra réellement contrôler si c'est la personne. Donc ensuite, il y a un problème de compétence. C'est-à-dire qu'il y a des fois des diagnostiqueurs, malheureusement, ils ne sont pas compétents. Et ils ne sont pas compétents, pourquoi? Pas forcément parce qu'on leur a donné l'examen. C'est pas du tout ça. Vous savez, le DPE, depuis 2006, il a évolué 3 fois. C'est-à-dire on a changé 3 fois la méthode de calcul. Est-ce que la personne s'est mise à jour durant ces trois métamorphoses? Voilà, c'est ça aussi le problème. Ça se trouve, il travaille avec une méthode, la toute première méthode. Et là, vous pouvez avoir des différences. Donc pour répondre à Michel, oui, c'est vrai, dans certains cas, vous pourrez avoir sur un même bien des notes différentes, mais c'est pas pour, heureusement, tous les cas et tous les diagnostiqueurs ne travaillent pas comme ça. La majorité des diagnostiqueurs sont à jour dans leur formation et leur examen et travaillent très bien. Mais malheureusement, vous pouvez tomber sur ces cas-là. Et je ne donnerai pas les coordonnées du diagnostiqueur le plus généreux de Marseille. C'est ça, parce que là aussi on milite pour qu'il y ait un bannissement en fait de ce genre d'individus qui viennent en fait déstabiliser le marché et aussi créer de la concurrence déloyale auprès de diagnostiqueurs qui font bien leur travail. Mais du coup, alors Pierre, on le disait, après le diagnostic, on va revenir, on a d'autres questions DPE évidemment.
évidemment. Hein. Mais après le diagnostic, il y a passage à l'acte, la rénovation. Oui. Et alors là, c'est toujours le casse-tête. Alors, c'est-à-dire que le DPE, c'est ce qui sert de base à la rénovation. Quand vous faites un DPE, vous avez une note. On sait, parle beaucoup des passoires thermiques. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui vont être interdites à la location. 2025 pour les G, 2028 pour les F. Donc, le DPE, vous avez une mauvaise note. Et quand vous faites les travaux, l'idée, c'est de sortir du statut de passoire thermique et d'arriver à D, C, B, voire A. Alors, c'est le Graal. Hein. Donc, pour ça, il faut rénover. Et rénover, c'est pas simple. D'abord, ça coûte cher. Hein. On sait qu'en maison individuelle, il faut à peu près 15 000 € par classe de DPE. C'est pour un appartement en copropriété, si la copropriété est d'accord pour faire les travaux, ce qui est quand même pas gagné, parce que ça aussi c'est un obstacle. Ouais. Tout le temps de la réunir, la copro. Oui, et le temps de la réunir, le temps de trouver les financements, parce que comme on dit, ça coûte quand même très cher. Après, il faut trouver les bons artisans. Je disais, pour un appartement, il faut compter à peu près entre 35, 40, 45 000 €. Des artisans RGE. Oui, et un artisan RGE. Reconnu garant de l'environnement. Et que pour obtenir les aides, et notamment la fameuse aide MaPrimeRénov', il faut faire appel à des artisans, MaPrimeRénov'. Or, sur les 1,2 million d'entreprises, il n'y en a que 65 000 qui sont certifiés RGE. Donc, si vous voulez avoir les primes... Concrètement, on va parler à ceux qui nous écoutent, Pierre. Si je passe par un entrepreneur, que je vérifie pas ça et que je vais demander MaPrimeRénov', on va me dire, il n'est pas RGE? Pas d'aide. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça va plus loin, au 1er janvier. Pour se faire accompagner pour avoir ces aides, il faudra passer par un accompagnateur Rénov'. Oui. Donc même pour l'accompagnement, c'est-à-dire le montage du dossier, la personne qui va décrypter tous les financements auxquels vous pourrez avoir droit, c'est-à-dire TVA, taux réduit, C2E et MaPrimeRénov', ça veut dire que même si je trouve mon artisan RGE mais que je suis pas passé avant par un accompagnateur Rénov', j'ai pas mon aide? Ça, c'est pour le 1er janvier, tout à fait. Punaise. Non, c'est vraiment très compliqué. Puis après, il y a des questions pratiques. Par exemple, quand vous rénovez un immeuble, comment vous faites pour rénover en site occupé? Alors, il y a des méthodes pour le faire. Alors justement, il y avait une question, je crois, Lorraine. Oui, c'est Tony qui m'a écrit sur LinkedIn tout à l'heure. Il m'écrit, en cas de logement occupé par un locataire et classé F, est-ce encore possible d'appliquer l'augmentation légale, l'IRL, tous les ans? C'est plus possible. Non, c'est terminé. Voilà, c'est-à-dire que on a un gel des loyers qui s'applique à partir du moment où vous êtes classé F et G. Ouais. Et ça va aller même plus loin en 2025, qui sera tout simplement déclaré comme logement indécent. Il y a un arrêté qui est sorti cet été qui définit les critères de décence du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la performance énergétique devient un critère de décence au même titre que des murs moisis ou des des plafonds qui s'effondrent. Le plomb, l'amiante, voilà, c'est ça. Les surfaces. Donc on a un gel pour cette personne des loyers, donc il n'y a plus possibilité. Et donc en 2025, la classe obligation de travaux. Et donc là, obligation de travaux en site occupé. Alors il y a des systèmes qui existent. Par exemple, on peut faire quand on isole par l'extérieur. Il y a des systèmes avec des maquettes numériques. Je ne vais pas citer les marques, mais c'est extrêmement performant. Si, allez-y. Le premier Energy Sprong, par exemple, c'est une société qui est d'origine hollandaise qui fait des choses absolument magnifiques. C'est très efficace, seulement ça coûte cher. Ça coûte cher. Et que derrière, il faut mobiliser la copro, il faut que la copropriété vote, et il faut trouver les financements avec un reste à charge qui peut aller jusqu'à 80% du budget rénovation. Donc c'est quand même très compliqué. Après, ce qu'on peut quand même dire, c'est que on est au début de cette politique, donc on a envie d'un claquement de doigts, que tout marche, que tout roule, que ça coûte pas cher, que ceci, que cela. Or, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Il y a des millions d'appartements à rénover. Il faut mettre en place les financements, il faut mettre en place les règles. Donc, il y a un côté, on essuie un peu les plâtres. Et puis, il faut savoir quoi faire. Hein. Oui, il faut savoir quoi faire. Justement, on était à Nantes avec Tony. Là, on part du côté de Cherbourg. C'est Marie-Françoise qui nous écrit « Quels travaux dois-je réaliser si je veux obtenir un bon DPE ?» On rentre dans le vif, là. Alors, c'est tout simple. Il faut isoler mur, plancher, plafond, changer de menuiserie, mettre à minima du double vitrage de dernière génération performant, et surtout il faut changer les installations de chauffage, il faut mettre des installations qui marchent sur des énergies renouvelables, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, biomasse. Il est bien calé, je pense qu'il a bien travaillé, exactement, c'est-à-dire qu'il y a un ordre à respecter, c'est-à-dire qu'on ne se jette pas tout de suite à dire je vais changer le système de chauffage, parce que si vous changez un système de chauffage alors que vous n'avez pas commencé par l'isolation, soit des combles, soit des murs, parce qu'il faut rappeler par exemple les combles, c'est 30%, c'est 30% de déperdition, vous allez endommager votre nouvelle chaudière, donc ça c'est déjà ballot, et pire que ça, vous allez la faire travailler davantage, donc surconsommer en fait. Donc on commence toujours par l'isolation. Si cette dame veut gagner une classe ou deux ou plusieurs, c'est d'abord regarder s'il y a des endroits où elle n'a pas d'isolation, donc dépourvu d'isolation, on isole à ce moment-là, par l'intérieur ou l'extérieur, en fonction du type de mur qu'elle va avoir, et ensuite je m'attaque aux menuiseries et enfin au système de chômage. Au chauffage. Bien sûr, s'il a plus d'une dizaine d'années, voire plus de 15 ans. Parce que changer un système de chauffage qui a 5 ans, ça bon, et admettons que ça y est, j'ai fait tout ça. On avait une question de Gilles de Nancy.
et la ventilation. Parce qu'en isolant, vous allez rendre votre logement davantage étanche. Il y a des questions de qualité de l'air et que si l'air se renouvelle mal, si la ventilation n'est pas suffisamment dimensionnée, vous allez accumuler de l'humidité. Donc vous allez dégrader la qualité de l'air intérieur et vous allez générer des moississures et en fait vous aurez une rénovation de l'inconfort et vous allez dégrader la qualité de votre patrimoine. Et alors justement très rapidement avant qu'on parte sur l'impact justement de ces enjeux DPE sur le marché locatif, juste une petite question de Gilles de Nancy parce que ça va. J'ai fait mes rénos. Est-ce que je dois refaire un DPE derrière pour savoir si ma note est bonne? Tout à fait, parce que c'est le seul moyen pour justifier que vous avez fait vos travaux et du coup que vous avez augmenté votre classe énergétique. Donc oui, c'est le seul moyen de justifier, en fait, c'est de refaire un DPE après travaux. C'est-à-dire que rien ne garantit, c'est-à-dire que si j'avais un DPEF où j'étais passoire, j'ai fait les travaux, il faut encore que de nouveau... Bien sûr, parce que qu'est-ce qui va prouver que vous avez réduit votre consommation et augmenté votre étiquette énergétique? Passer par des artisans assermentés et certifiés. Non, mais si vous voulez, il n'y a aucune valeur. On ne peut pas vous faire une attestation en disant je certifie qu'il a fait des travaux. Non, c'est le DPE lui-même ou l'audit énergétique qui va justifier cette augmentation, cette amélioration de la performance énergétique. Et pour les propriétaires bailleurs, c'est aussi une question de sécurité vis-à-vis du locataire, parce que si vous avez une passoire thermique, le locataire peut forcer le juge, par exemple, à imposer des travaux, une réduction du loyer. Là, si vous justifiez qu'avant vous louiez un bien G et que là vous êtes en B, eh bien, vous fournissez ça au locataire et vous sécurisez votre opération. Justement, on va peut-être passer... Messieurs, Marie, alors est-ce qu'on va vers une vente massive des passoires thermiques et quel impact sur le marché locatif? Alors, sur des ventes de passoires thermiques, ça commence. Ça commence parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires bailleurs qui se rendent compte que les travaux sont compliqués, notamment quand on est en copropriété, que vous avez quand même une incertitude. C'est ça, en fait, le problème de ça. Parce que, par exemple, il y a un décret qui vient de passer qui précise ce que l'on fait quand la copropriété refuse ou quand vous êtes dans un immeuble patrimonial. C'est-à-dire avec une... Vous ne pouvez pas isoler par l'extérieur parce que vous avez un magnifique immeuble haussmannien. Donc... Vous ne pouvez pas faire les travaux, donc ça, il faut le prouver. Mais le problème, c'est que derrière, le locataire peut quand même intervenir pour vous faire baisser les... Exactement. Pour faire baisser le loyer. Donc, pour un bailleur qui va mettre beaucoup d'argent, qui va avoir du mal à le rentabiliser, surtout s'il est au régime fiscal forfaitaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas déduire les travaux, alors quand il est au réel, il peut le faire, ben c'est compliqué. Donc, ce propriétaire bailleur, oui, il peut vendre. Précisément, on avait une question, Assad, pareil, même question. On a une question de Patrice de sur Seine qui nous dit qu'il a un investissement locatif à Paris, que son bien est classé F, qu'il n'a pas assez d'aide pour faire les travaux nécessaires et que du coup il nous demande est-ce que je dois vendre? Alors, la période est très compliquée aujourd'hui pour vendre, donc là on vit vraiment un atterrissage. Pour l'instant, on a l'impression que l'atterrissage est en douceur, mais je pense que c'est pas du tout le cas. Exactement. C'est-à-dire qu'on a connu plusieurs crises. On a connu la crise financière 2008 et un peu un tampon en 2012. C'était différent parce que là, on avait vraiment une crise bancaire, si vous voulez, avec des banques qui ont fait faillite. Et si vous voulez, ça s'est répandu, le phénomène était alarmant. C'est-à-dire que ça en fait les médias, on en a tous parlé parce que Lehman Brothers c'était quelque chose, voilà. Mais par contre là c'est différent, c'est sournois en fait. C'est-à-dire qu'on a une économie qui patine, on a un cocktail explosif qui est l'augmentation l'inflation, l'augmentation des taux. Et si vous voulez, c'est pernicieux. Vous voyez, c'est dans le temps, c'est tous les mois un petit pourcent, un petit pourcent. Ouais, mais du coup, là, vous dites, par exemple, là, vous dites à Patrice, oui, effectivement, et aux autres qui s'interrogent sur la nécessité. Est-ce que je vends ma passoire? Est-ce que c'est le moment de vendre ma passoire? On a besoin que vous concluiez cette question. Il y a deux choses. Si vous avez un locataire, il y a un délai de préavis respecté, donc il faut le gérer. Il faut gérer la revente, et que si vous revendez un logement passoire thermique qui sera forcément un peu décoté, si vous vendez occupé, ce sera encore plus décoté. Après, il faut regarder quand vous avez acheté, parce que si vous avez acheté, par exemple, dans le 11e arrondissement en 2006, vous avez payé votre prix au mètre carré 5 200 €. Aujourd'hui, on est aux alentours de 10 200. Donc, ça veut dire qu'il y a une très belle plus-value et que dans ces conditions, on peut proposer un prix un peu plus bas. On gagnera quand même de l'argent. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Ce sont nos experts de l'immobilier qui sont avec vous pour répondre à vos questions, à vos prises de tête, à vos problématiques. Rénovation, DPE, j'en peux plus. DPE menacée.
sur le marché locatif. C'est inquiétant, mais on vous rassure. Entouré par Marie-Cœur de Roy, Assad Moued et Pierre Chevillard, on va continuer à parler du DPE et on va zoomer maintenant sur le crédit immobilier. Quelle est l'influence du DPE dans l'octroi de crédit, messieurs, dames? Bah oui, c'est un vrai sujet, Pierre. Assad, c'est vrai. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le DPE, maintenant, il ne va pas avoir juste une influence sur le prix de notre logement, mais c'est aussi notre capacité à décrocher notre crédit. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les banques raisonnent toujours en termes de garantie et de risque. Et que c'est pour ça qu'elles demandent tout le dossier de diagnostic technique, parce que c'est le logement qui garantit le crédit. Et que si vous avez un logement qui est mal classé, alors d'abord, elles vont se poser la question de savoir si vous êtes en résidence principale, ben vous allez dépenser plus d'argent pour votre crédit, donc ça va impacter, pour vos consommations d'énergie, pardon, donc ça va impacter le reste à vivre, c'est-à-dire que la somme qui vous reste une fois le crédit payé. Et si ça va trop loin, ça peut aboutir à un refus de crédit. Mais c'est surtout que si vous achetez un logement mal classé, donc il va falloir fournir le DPE et des devis pour faire les travaux. Mais si vous ne faites pas les travaux, vous allez revendre. Par exemple, si vous êtes au chômage ou si vous divorcez, c'est un peu une revente contrainte. C'est que dans ces cas-là, il faut revendre vite, donc vous décotez. Et comme c'est une passoire thermique, vous décotez encore davantage. Voilà. Donc, du coup, la banque, elle n'est pas sûre de récupérer l'argent qu'elle vous a prêté. Voilà. Et c'est pour cette raison, par exemple, que certaines banques, je l'ai vu sur des barèmes, demandent à ce qu'il y ait 10% d'apport personnel allonge en jusqu'à plus 20% en fait. quand on achète une passoire thermique. D'apport. Voilà, c'est pour ça que le DPE est extrêmement important quand on souhaite faire un crédit. Vous avez eu, Assad, vous, dans vos clients, de gens qui veulent rénover, machin, etc., des trucs de se dire, parce que moi je veux vendre et que je sais que sinon je trouverai pas ce que la banque ne souhaite pas, pour compléter mon confrère, c'est qu'elle ne souhaite pas que vous financiez ses travaux qu'à préconso. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle veut, il ne faut pas rêver, elle veut récupérer son argent en cas de difficulté. Donc en fait, si elle estime que votre DPE est mauvais et que vous allez avoir 100 000 euros de travaux alors que vous avez une capacité d'emprunt de 100 000, elle ne vous financera pas. Ou alors, le seul levier sur lequel elle peut agir, c'est effectivement augmenter l'apport personnel. Mais attendez, je vous interromps là quand même. On est déjà sur, on nous dit minimum 20% d'apport. Ça veut dire que si en plus c'est un DPE F ou G, c'est quoi? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché est grippé. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché est grippé. C'est ce que je vous dis, c'est pernicieux. C'est-à-dire on n'a pas une crise de type Lehman Brothers, on a une crise qui est inflationniste, hausse des taux et passoire énergétique. Voilà, le cocktail. Alors là, on parle de celui qui achète pour habiter, celui qui va acheter sa résidence principale ou sa résidence secondaire. C'est la même chose. Et je crois que c'est encore pire, non, Pierre, pour celui qui veut faire un investissement locatif. Quand vous faites un investissement locatif dans votre... Alors, il faut évidemment plus d'apport pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais quand vous faites un investissement locatif, j'ai perdu de fil, pardonnez-moi, c'est ça, la banque prend en charge, intègre dans votre capacité de financement les loyers à hauteur de 70%. Les loyers que vous allez percevoir. C'est ça, ça sert à calculer le plan de financement. Or, le problème, c'est que si vous avez une passoire thermique, vous ne pouvez pas louer. Donc, comme la banque n'a pas de certitude sur les travaux, elle ne va pas prendre en compte les loyers dans le calcul de votre plan de financement, ce que vous compenserez avec davantage. J'ai même déjà eu certains cas, donc certains de nos adhérents FedExpert qui nous ont fait remonter l'information le banquier, en cas de doute sur le DPE, parce que vous savez, cette fameuse commission qui va décréter si on vous donne le prêt ou quoi, aujourd'hui cette commission, elle s'est professionnalisée, elle va vérifier les détails thermiquement parlant de la maison, à savoir si effectivement le DPE est bien F, G ou E ou D, et lorsqu'ils trouvent un DPE un peu bizarre, il y a des confrères qui ont été sollicités pour refaire... Par la banque. Bien sûr, la banque exige aux clients de faire refaire le DPE parce que dans la commission, on a trouvé ça un peu louche. On a envoyé quelqu'un sur place et il s'avère que la maison semble mal isolée de l'extérieur. Donc, on voit la maison classée D, on se dit c'est un peu bizarre. Donc, vous allez refaire votre DPE. Donc, c'est vraiment ce qui grippe aussi le marché, c'est aussi ce problème-là de passoire thermique. Il ne faut jamais perdre de vue que la banque veut réduire les risques et que le logement garantit le crédit. Exactement. Donc une garantie de mauvaise qualité complique l'obtention du crédit et peut parfois mener à un refus de prêt. La banque, justement, on en parle. C'est Thierry de Rouen qui nous a écrit, Marie. Ouais, alors lui, il nous parle pas de son DPE en l'occurrence, mais plus de l'aspect crédit et les complications liées à la hausse des taux. Il nous dit que sa propre banque lui a proposé 4,8% sur 22 ans. Il dit « Je n'ai pas envie de changer de banque. Pensez-vous que je suis en mesure en ce moment de négocier et sur quoi ?» Le seul moyen de négocier, c'est d'augmenter son apport personnel. C'est ça. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un peu sur le taux et faire réduire celui-ci, il va falloir montrer patte blanche davantage auprès de la banque et ça passe par augmenter son apport personnel. Ce qu'on dit souvent, c'est quand vous changez de banque, si vous arrivez avec de l'épargne, si vous achetez des assurances, des produits de placement, la nouvelle banque, elle est plutôt contente, donc elle va vous faire un rabais. Mais comme c'est déjà sa banque, a priori, il est déjà équipé. Donc comme il est déjà équipé, la nouvelle banque lui dit non, 4,8%, c'est bien. Alors il peut aussi jouer sur l'assurance emprunteur et la choisir ailleurs
que celle qui est proposée par sa banque préférée. Enfin, là, on a parlé parce que c'était une question que nous avait posée un auditeur hier, justement, de la délégation d'assurance emprunteur. Et justement, en fait, on se rend compte, c'est le comparateur Magnolia qui nous racontait, que le taux d'acceptation de délégation à l'ouverture du crédit par la banque, il a chuté de 30% sur un an. C'est-à-dire que les banques, là, en ce moment, elles acceptent de moins en moins oui, de un peu laisser comme elles sont en position de force, si vous voulez, elles sont un peu en position de force aujourd'hui, il faut l'avouer. Ouais. Elles ne sont pas enclines à... Voilà, mais donc, en gros, la seule solution pour Thierry de Rouen, s'il nous écoute, c'est en gros, aller chercher son votre épargne, monter votre apport. Soit augmenter son apport, soit ouvrir des livrets, des placements. S'il ne les avait pas déjà. Aujourd'hui, ça rémunère, c'est l'effet hausse des taux. Donc, Et pour l'assurance emprunteur, ce qu'il peut faire, c'est qu'il prend le crédit de la banque avec l'assurance emprunteur de la banque. Et après, il fait jouer la loi Lehman. Et 15 jours, 3 semaines, un mois après, eh bien, il va chercher une nouvelle assurance emprunteur et il divise le coût par 2. C'est ça. Pierre Chevillard, rédacteur en chef de PAP.fr. Vous nous disiez en préparant cette émission cette phrase dramatique: on ne pourra plus faire construire de maisons neuves bientôt. Alors, évidemment, il y a un côté un peu sensationnaliste, mais on s'en rapproche quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la construction de maisons individuelles, c'est à peu près la moitié du marché du neuf aux particuliers. Traditionnellement, ils vendent à peu près autant de logements que les promoteurs aux alentours. Alors, chez les constructeurs, sur les 15 dernières années, la moyenne annuelle, c'est 123 000 ventes. L'année dernière, ça a été 196 000, et cette année, on sera aux alentours de 70 75 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de crédit qu'on a évoqués, la hausse des taux, les banques qui sont très sélectives, avec les nouvelles réglementations environnementales, la fameuse réglementation environnementale 2020, plus la flambée des matériaux, le prix des maisons a augmenté de 20 à 25%. Et derrière, double, triple peine, vous avez la loi climat qui impose une lutte contre l'artificialisation des sols. Donc il y a moins de terrains qui sont ouverts à l'urbanisation. Alors, on peut encore faire construire, mais c'est de plus en plus dur. Mais en plus, les prix vont être à nouveau condamnés à augmenter à partir de 2025, puisqu'il va y avoir un renforcement de ces fameuses normes écologiques où il faudra que la maison neuve soit encore plus décarbonée. Voilà. Donc voilà. Et en plus, vous avez oublié le fameux prêt à taux zéro qui va disparaître pour la maison individuelle. Alors, un prêt à taux zéro, c'est la Fédération française du bâtiment qui avait fait le calcul. Dans les endroits où on fait construire, c'est aux alentours de 30 000 € gratuits. Mais où ça nous prêter à l'acquéreur. Où ça nous ramène, où on voit bien où ça nous ramène, c'est encourager la rénovation finalement. C'est-à-dire que le neuf, ça suffit. Mais c'est ça qui est assez hallucinant, Assad, j'ai envie de vous dire, parce que même si vous êtes diagnostiqueur, donc forcément, quelque part, ça fait votre business, tout ça, j'ai envie de vous dire, parce que, mais en fait, écologiquement parlant, si le but c'est effectivement de construire plus vert. C'est dingue que finalement on tire une balle dans le pied dans la construction neuve en fait. Mais on voit aujourd'hui ce que ça pose comme problème, c'est-à-dire c'est des inondations parce que bétonner sans arrêt, vous empêchez la terre d'absorber l'eau et puis il fait trop chaud quand on bétonne, il fait trop chaud. Vous passez une caméra thermique sur l'herbe et juste à côté sur du goudron, vous allez voir la différence. Donc on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui ça doit cesser, du moins ralentir. Pas forcément. Il y a débat. Quand vous êtes dans ce qu'on appelle le secteur détendu, zone B2 et zone C, c'est les secteurs ruraux, il n'y a pas de promoteur. Parce que c'est compliqué, il n'y a pas de terrain ouvert à l'urbanisation, tout ça. La rénovation, quand c'est possible, notamment dans les zones attractives, ça part dans l'escarcelle de quelqu'un qui va faire sa résidence secondaire et qui va louer sur Airbnb, et on ne trouve pas de terrain. Donc, le plus souvent, la seule façon de se loger dans des bonnes conditions de confort et de rapport qualité-prix, parce que la construction coûte moins cher que la rénovation, tout compris, eh bien, c'est de faire construire. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que les gens, moi, c'est une question de conviction personnelle, ça ne vaut pas grand-chose, mais moi, je suis assez pour le droit au logement librement choisi. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire construire dans le village dans lequel il a ses racines, là où il a son travail, au nom de quoi on lui interdit. Alors, d'autant qu'on sait faire des maisons qui sont économes, on sait faire des opérations de densification douce en maisons individuelles, avec des maisons qui sont très bien faites sur des petits terrains. Enfin voilà, la profession, elle a évolué. On n'est plus à ce que disait Emmanuel Vargon, l'ancien ministre du Logement, qui disait on fait une maison au-dessus sur un Le problème que vous allez rencontrer, c'est que si vous voulez construire, par exemple, dans des villes comme Paris, il faut s'excentrer. Et là, vous allez vous retrouver face au banquier qui va vous dire oui, mais en fait, le fait de vous excentrer, vous allez mettre une heure de voiture en plus. Et au coût du gasoil, qui aujourd'hui, on sait tous qu'il va arriver un jour ou l'autre à 3 € et c'est plus une sinécure. Je vous finance pas parce que ce que vous allez gagner là, vous allez le perdre là. Assad Web, c'est un partisan de la densification. Non, mais si vous voulez, il faut prendre les exemples dans les grandes mégalopoles et dans certains, par exemple, pour avoir travaillé sur certains projets dans les pays du Golfe, on sait tous qu'aujourd'hui, voilà, ils construisent ces villes intelligentes, ces smart cities, ces hubs où on va agglutiner, entre guillemets, je mets des guillemets, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, entre guillemets. Oui, mais parce qu'on voilà, il y a un problème de coût. Il y a des études qui ont posé, si vous allez sur l'excellent site politiquedulogement.com, il y a une étude très fouillée, elle date de 2019. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette étude? C'est M. Arnaud Bouteille, je crois, qu'il l'a signée. Elle vous dit que
les écarts sont les mêmes aujourd'hui. Hein. Si vous faites construire une maison, votre coût de construction est entre 600 et 800 euros du mètre carré. Si vous faites un immeuble de 6 niveaux, vous êtes entre 1200 et 1400. Si vous faites un immeuble de grande hauteur, c'est-à-dire que si vous densifiez, vous êtes à plus de 2500 euros du mètre carré. Et en plus, vous avez une copropriété qui coûte un bras à entretenir, puisque dans les IGH, si je me souviens bien, il faut des règles de sécurité, notamment 2 pompiers. IGH, Donc, la densité en hauteur n'est pas finançable par les classes moyennes et par les classes modestes. Bon, Pierre, on a une question quand même. Construire ma maison, c'est l'objectif de Christine. Elle avait pour projet de faire construire sa maison d'ici 1 ou 2 ans, avec la disparition du prêt à taux zéro dont nous parlions à l'instant. Pour les maisons neuves, je ne sais pas si ça sera encore possible. Qu'est-ce qu'on lui répond, Pierre Chevrier? Alors, le conseil que je lui donne, c'est, bon, il ne me paye pas, mais c'est d'aller voir les constructeurs. Parce que les constructeurs, ils ont des services d'aide à la recherche du financement, ils ont des partenariats avec des banques, et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui proposent des financements bonifiés pour les primo-accédants de 20 à 30 000 euros à 1%. Il reste une aide, qui est le prêt accession d'Action Logement, 30 000 euros à 1%. Et puis, quand les constructeurs proposent des opérations terrain plus maison, ben, tout est optimisé. Donc l'idée, c'est d'aller vérifier, de voir ce que vous pouvez faire avec votre budget. L'idée, c'est de se souvenir que rien n'est jamais joué d'avance. Oui, c'est plus difficile. Oui, clairement, parce que les maisons sont plus chères, parce qu'il y a moins de terrain, parce qu'il n'y a plus de prêt à taux zéro, parce que les taux sont élevés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Il faut quand même le vérifier. On peut trouver des solutions. Bon, et sinon, Assad Moueb, elle peut aussi acheter de l'ancien et le rénover. Exactement. Par un super diagnostiqueur. Exactement. Et en fait, on a tendance à dramatiser. Moi, ce que je ne comprends pas, on dramatise la rénovation. C'est vrai, il y a de quoi dramatiser quand on sait que c'est difficile de trouver des artisans, qu'il faut un accompagnateur rénove bientôt et que les DPE ne sont dans certains cas, pas fiables, etc. Mais à un moment donné, je suis désolé, il y a des affaires à faire. Oui. C'est ça, c'est comme ça aussi qu'il faut le voir dans la rénovation. Quelles affaires, de la construction. Très concrètement, Assad, quelles affaires elle peut faire justement, Christine? Écoutez, moi j'ai encore eu le cas lorsque j'ai parcouru hier le thème de l'émission. J'ai appelé un ami, je lui ai dit voilà, est-ce que tu as un exemple concret de personne qui a fait des affaires? Et il m'a cité des choses. Aujourd'hui, on peut trouver une décote allant de moins 30, moins 40% sur des passoires. Donc ça ne sera pas dans le 16e à Paris où on est bien d'accord, mais aujourd'hui, si vous avez un réseau d'artisans, vous arrivez à trouver un réseau d'artisans qui tient la roue, qui intervient dans des délais raisonnables, je suis désolé, aujourd'hui, la rénovation, il y a, excusez-moi du terme, du business à faire. Mais vous excusez pas, on est là pour en parler. D'ailleurs, vous êtes artisan, vous êtes dans le secteur de la rénovation. Écrivez-nous, racontez-nous comment ça se passe pour vous concrètement en termes de business. Et justement, juste pour donner un exemple concret à Christine, quel type de maison à retaper elle peut justement regarder de près selon vous? Est-ce qu'il y a des matériaux spécifiques? On connaît tous. Bon, déjà 6 passoires sur 10, c'est une maison individuelle. Donc on va s'orienter sur la maison individuelle, c'est là où on va en avoir le plus. Ensuite, c'est tous. Sur 10, vous dites 6 sur 10, c'est une maison. Donc on se focalise parfois sur les appartements parce qu'on raisonne toujours Paris, entre guillemets, mais il faut savoir que 6 sur 10, c'est une maison. Et vous allez sur des maisons allant de post-45 jusqu'au début des années 2000, c'est là où on a vraiment des isolations défaillantes, des systèmes de chauffage vétustes. Et c'est vraiment là où on a un levier de négociation très très intéressant, parce que c'est des maisons aujourd'hui que personne n'en veut. Et aujourd'hui, il y a une médiatisation un peu de tout ça. Donc il y a un peu un phénomène de vente panique aussi. Il ne faut pas se le cacher. Vous le voyez, les annonces qui restent le plus longtemps en annonce sont les passoires thermiques. Alors que ces maisons-là sont techniquement assez faciles à rénover. Assez faciles à rénover. C'est souvent de l'isolation, changement de menuiserie et de système de chauffage performant de type pompe à chaleur. On va mettre cette fameuse ventilation dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Voilà. Et voilà. Donc Christine Devanne, voilà, la solution, soit garder optimiste parce qu'il y a quand même encore des challenges et des choses à faire sur la maison neuve, ou alors effectivement changer son fusil d'épaule, passer sur Vous avez des experts de la rénovation pour faire vos études, vous avez des experts en construction, des constructeurs, des promoteurs, et d'ailleurs les constructeurs sont adaptés face à tout ça. Ça fait depuis la réglementation thermique 2012 qui s'adapte, et maintenant ils ont l'habitude de chaque changement de réglementation. Donc les professionnels sont là pour ça, à condition qu'ils ne fassent pas faillite. Il y a beaucoup beaucoup de constructeurs qui sont lancés là-dessus, aussi bien des grands groupes que des sociétés locales, et ils font de la rénovation, c'est des projets globaux, avec le même modèle que le contrat de construction, avec un prix global, des garanties, des financements. On appelle le bouquet. Bon voilà, joli bouquet pour Christine. Pierre Chevillard, rédacteur en chef de PAP.fr, Assad Moued, président de FedExpert, Marie Cœur de Roy, journaliste à BFM Business.